écoutez, nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour vous présenter, répondre à vos questions sur la nouvelle saison du générateur de solidarité. Alors, avant de commencer, un rapide rappel des petites règles pour favoriser le bon déroulement de ce webinaire. S'il vous plaît, pensez bien à couper vos micros. Néanmoins, vous pourrez quand même les réouvrir au moment des temps questions-réponses. Si vous avez déjà dès maintenant des questions, des remarques, vous pouvez les transmettre via le petit chat, le fil de conversation qui est ci-dessous. Vous pouvez également partager vos réactions via la petite icône réaction. Et puis, si au moment voilà, des temps questions-réponses, si vous le souhaitez, vous pouvez également lever la main via cette icône-là. Et puis enfin, voilà, le webinaire va être enregistré. Ça y est, l'enregistrement a déjà commencé pour nos collègues qui ne pourraient pas être là aujourd'hui. On vous propose un petit sondage. L'idée, s'il vous plaît, de répondre via le chat, de savoir quelle est votre fonction. Alors, 100% de bonnes réponses garanties. Écrivez-nous rapidement dans le sondage quelle est votre fonction, votre métier. Voilà, si vous êtes président, directeur généraux, chargé de communication ou autre professionnel, comme ça, c'est toujours plus sympa de savoir qui on a autour de cette table virtuelle, même si on est à distance. Donc, je vous propose voilà, de répondre via le chat. Alors, je crois que ça y est, il y a des personnes qui ont commencé à répondre. Merci. Alors, peut-être Domiti ou Cécile, qu'est-ce que... Alors là, moi, je ne vois pas toutes les réponses, Alors, mais... oui, bonjour à tous. A répondu Audrey Leroy, chargée de com, une API 30. Bonjour Audrey. Aurore Maudier, responsable de mission associative. Vous pouvez rappeler votre association, Aurore? Adapé de l'un. Merci. Je vois également Madame Chantal Etienne, présidente de l'API de Charente. Bonjour Madame. Delphine Lecaille, directrice de projet de la valorisation de la personne à Hasbrook. Maël, qu'on ne présente plus, coordinateur une API ARA. Bonjour Maël. Christophe Magnan, je ne sais pas du tout qui c'est celui-là. Directeur de la com à l'UNAPI. Marianne Burelou, je suis vice-présidente de l'API de Périgueux en charge de la commission Action familiale. Marc Bonnevial, président de l'API 42. Monsieur Cuvelier, administrateur des Hauts-de-France. Clémence Udry, conseiller juridique en droit du handicap, qui travaille notamment sur la plateforme d'accompagnement et de répit des proches aidants des Papillons Blancs de Lille. Voilà, je ne sais pas si on a fait le tour. Écoutez, merci beaucoup. Comme ça nous permet aussi, nous, de savoir un petit peu voilà, qui on est autour de la table. Ce qu'on vous propose comme petit programme. Donc, encore merci pour votre participation. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On vous propose en programme une rapide présentation du modèle, mais qu'est-ce que ce générateur de solidarité saison 2. Ensuite, Dominique Côté, chargé de mission droit des personnes handicapées et de leur famille à l'UNAPI, va vous présenter un petit peu la thématique, pourquoi cette thématique-là et quelle typologie de projets sont derrière cette question-là. Voilà, quand on parle de projets aidants, qu'est-ce qu'on entend par là? Présentation aussi de la méthodologie par Fanny Bellassène, responsable d'accompagnement chez Sketchanger, qui est notre partenaire expert sur les questions du changement d'échelle et de la duplication, qui va vous expliquer un petit peu la méthodologie, comment va se dérouler ce temps d'accompagnement avec les associations. Et puis, Cécile Abrantès, chargée de communication réseau, va vous présenter un petit peu comment maintenant, dès maintenant, vous pouvez participer à ce programme-là, comment vous pouvez vous inscrire, quels sont les critères et modalités. S'il n'y a pas de questions techniques organisationnelles, on vous propose tout de suite
de commencer, puis on vous proposera pour chacun des temps, des temps, voilà, questions-réponses pour à chaque étape pouvoir avoir vos retours. Euh, alors, le générateur de solidarité, peut-être un petit mot sur ce programme. Donc, le générateur de solidarité, donc, c'est un programme de soutien aux initiatives des associations du réseau en lien avec la solidarité, d'où son nom, générateur de solidarité, qui est porté par le fonds de dotation UNAPI. Donc, une première saison a eu lieu en 2018 et qui a soutenu 11 initiatives un peu partout dans toute la France. Et puis là, bah voilà, on relance la machine, on fait une deuxième saison un peu différente, à la fois sur la thématique que va vous présenter Domiti côté et aussi sur la méthodologie. Donc là, on est vraiment qu'on a comme objectif, c'est vraiment voilà, d'essaimer à plus grande échelle des dispositifs sur d'autres territoires qui ont fait leurs preuves. Donc l'idée, c'est voilà, des initiatives qui existent, qui fonctionnent, qui marchent dans vos associations, de pouvoir les proposer à d'autres associations, de pouvoir les transposer. Ben voilà, vous avez connu peut-être des difficultés, voilà, vous avez mis en place des processus, vous savez ce qui marche, ce qui ne marche pas, et en tout cas de faire bénéficier cette expertise-là, cette expérience-là à d'autres. Donc, on a un double objectif derrière ça, c'est vraiment de valoriser l'expertise réseau, voilà, l'expertise collective du réseau une API, voilà, pour vraiment jouer sur l'effet réseau. Et puis, voilà, valoriser ces dispositifs à forte plus-value sociale et sociétale qui fonctionnent. Et puis, voilà, de les dupliquer, de les proposer à d'autres pour toujours répondre davantage aux besoins des familles. La question du partage de pratiques, c'est quelque chose que l'on fait déjà au sein du réseau, mais là, la nouveauté, c'est vraiment l'appui méthodologique, voilà, de pouvoir accompagner ce partage de pratiques et d'expériences. Donc ça, c'est notre volonté, vraiment, de notre capacité à être en réseau et puis de pouvoir aussi distinguer ce qui fait que nous sommes à l'UNAPI. Et puis, voilà, l'idée, c'est vraiment de développer un modèle optimisé de duplication de projets, voilà, comme je vous le disais, pour bénéficier de l'expérience des uns et des autres. Et puis, l'ambition à terme, c'est de démultiplier, mais encore plus vite, voilà, les dispositifs. Et puis voilà, de toujours plus répondre aux besoins des familles, parce que comme on le sait, il y a une urgence. Alors, j'ai un peu révélé, un peu spoilé, comme on peut dire aussi, sur la thématique et sur les aidants qu'on va vous présenter de Côté. Mais en tout cas, voilà, comme vous le savez, il y a une urgence pour les aidants à bénéficier de ces dispositifs. Voilà un petit peu sur la présentation du modèle. Maintenant, comment concrètement ça va se passer? Alors, on a une petite vidéo de synthèse qu'on va vous présenter qui va en image vous montrer le processus. L'idée, ça va être d'avoir deux dispositifs. Donc là, nous sommes dans cette première phase d'identification. Donc, on va choisir deux dispositifs existants qui fonctionnent. Donc, dès maintenant, voilà, vous pouvez participer pour faire partie de ces deux dispositifs. On va les modéliser, donc c'est-à-dire un peu les passer sous scan, essayer d'avoir, si je puis dire, leur recette magique, savoir pourquoi ça marche, pourquoi ça fonctionne, et puis par la suite de travailler sur la valorisation. Il y aura aussi un soutien financier, mais ça c'est Cécile Abrantès qui vous le présentera par la suite. Et puis ces deux dispositifs, une fois qu'ils seront sélectionnés, l'idée ça va être aussi de les partager à d'autres. Donc on aura respectivement trois porteurs de projets, donc trois associations qui mettront en place ces projets-là. Et puis nous, on va travailler avec notamment donc, le groupe de travail générateur de solidarité et Sketch Changer, notre partenaire, sur l'accompagnement la transposition en tout cas de ce dispositif-là, donc avec une méthodologie bien spécifique. Et il y aura aussi un soutien financier pour ces associations-là.
les étapes. Donc, on a, on va dire, quatre grands temps. Donc, nous sommes sur la toute première étape. Donc, nous sommes vraiment au tout début de ce nouveau programme avec ce temps voilà, d'identification des dispositifs. Nous sommes à cette étape-là. Puis après, comme je vous le disais, un temps voilà, de modélisation, donc, un temps d'échange avec ces deux associations qui seront porteuses des dispositifs. Et puis, après, nous allons revenir vers vous, vers les associations UNAPI pour savoir lesquelles souhaiteraient faire partie de l'aventure et mettre en place ces dispositifs. Et puis, il y aura bien sûr un petit peu le cœur du recteur, l'accompagnement des futurs porteurs de projets. On vous propose un petit temps, une petite vidéo. Alors, hop, est-ce que c'est bon? J'espère que vous voyez toujours bien mon écran. Lancée en 2018 par le Fonds de dotation de l'UNAPI, la première saison du Générateur de solidarité a permis l'accompagnement de 11 associations du réseau dans le développement de projets en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Fort de son succès, le Générateur de solidarité vous propose une deuxième saison basée sur l'expertise, le savoir-faire du réseau et le partage de bonnes pratiques. Cette saison, le Générateur de solidarité sera dédié à la thématique des aidants familiaux. Découvrez un nouveau format basé sur la duplication de dispositifs existants au sein du réseau. Comment ça marche? Les dispositifs remarquables, ayant fait leurs preuves, peuvent s'inscrire au Générateur de solidarité. 2 d'entre eux seront sélectionnés pour être modélisés. Ils seront ensuite proposés clé en main aux associations du réseau qui souhaiteraient les développer. Faites partie de l'aventure. Pour participer, faites connaître votre dispositif. Envoyez votre formulaire de candidature à générateursolidarité@unapi.org. Laisser la parole à Dominique Côté sur la partie des aidants. Est-ce que vous avez déjà dès maintenant des questions, des remarques? N'hésitez pas à soit le mettre dans le chat, soit à lever la main pour intervenir. Il n'y a pas de réaction pour l'instant. Pas de questions, mais ça peut venir par la suite. Il n'y a pas de souci, ça peut être après. Je vais laisser la parole à Dominique pour nous parler un peu plus de cette thématique. Merci beaucoup, Johanna, et bonjour à tous. Donc, je suis Dominique Côté, chargée de mission donc, sur le droit des personnes handicapées et de leurs familles au sein du pôle expertise de l'UNAPI. Je vous propose de revenir alors en quelques minutes sur le choix de cette thématique des aidants familiaux pour cette seconde session du Générateur de solidarité. Alors, les aidants familiaux, on a un peu envie de dire que c'est un choix qui a semblé assez évident. Alors, d'une part, parce que les aidants familiaux, ils sont au cœur de l'UNAPI, c'est-à-dire que depuis la création, qu'ils soient entrepreneurs, bénévoles, parents, aidants des personnes accompagnées par les associations de l'UNAPI, les aidants familiaux, ils sont tout au long voilà, que ce soit historiquement et aujourd'hui au cœur des associations, ils sont de partout. Et puis un enjeu aussi qui est venu croiser une actualité, alors qu'on connaît malheureusement de près, qui est la crise sanitaire d'une part et aussi la crise du médico-social qu'on traverse encore actuellement malheureusement, a particulièrement mis en valeur l'importance et le rôle primordial des aidants familiaux. Donc aujourd'hui, on a repéré 3 objectifs prioritaires dans ce soutien aux aidants familiaux pour ce générateur de solidarité. Alors qu'on vous propose, ils sont assez larges, mais voilà, ce sont ceux qui nous semblaient vraiment les plus importants, qui étaient donc en premier lieu donc améliorer le soutien aux aidants de façon globale, donc en leur proposant des services dédiés qui vont au-delà des prises en charge qu'on connaît déjà et qui ont leurs limites, et on le sait aussi, qui soient donc accessibles en proximité et qui auraient pour objectif de soulager leur charge mentale. Un second point qui est donc un axe d'amélioration de la santé des aidants, en prenant en compte notamment leurs besoins spécifiques. Alors,
On a visé la population des aidants vieillissants, mais voilà, plus généralement, soutenir et améliorer la prise en compte et l'attention à la santé des aidants, qui est un enjeu qui est extrêmement important parce qu'on le sait, certains aidants familiaux qui auront tellement à cœur d'être auprès de leurs proches peuvent avoir tendance malheureusement à être moins vigilants ou en tout cas à moins avoir le temps de s'occuper de leur propre santé. Le dernier objectif, et pas des moindres, c'est celui de faire connaître et reconnaître leur situation. Alors, faire reconnaître leur situation, ça peut être tout d'abord à l'opinion publique, aux médias, aux mairies, à toutes les personnes qui seront en capacité de pouvoir ensuite les accompagner et de pouvoir prendre en compte les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. De façon très concrète, on a repéré 3 grands types de typologies de dispositifs à destination des aidants sur lesquels on peut axer ce générateur de solidarité. Alors, le premier, il est lié au répit. Donc là, ce seront des dispositifs qui peuvent être, et encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, on ne demande que ça, au contraire, de découvrir avec ce générateur de solidarité d'autres typologies de dispositifs. Donc, donc, tout ce qui est lié au répit, on pense notamment aux ateliers de loisirs, de bien-être, les séjours de répit et les services de relayage, de baluchonnage qui visent tous les services qui interviennent au domicile en remplacement de l'aidant familial. On a une seconde typologie qui est liée donc à l'écoute, au relationnel. Donc là, on vise notamment les plateformes de mise en relation, mais aussi d'appel, de soutien psychologique et des groupes d'échange et de parole, que ce soit en pair et danse ou accompagnés par des professionnels ou des bénévoles. La dernière typologie, elle est liée à l'information et au développement des compétences des aidants, véritablement. Donc là, on vise et on pense aux actions de formation des aidants et aussi l'accompagnement au droit. Voilà ce que je peux vous en dire. Je vais peut-être être pas forcément plus longue sur la question de la présentation de la problématique parce que je sais que mes collègues autour de la table ont encore beaucoup de choses très intéressantes à vous dire. Merci Domiti. Merci. Alors, on vous propose de poursuivre cette présentation. Comme ça, si vous avez d'autres questions, on va regrouper thématiques, méthodologie et de poursuivre avec Fanny Delassène qui travaille chez Scale Changer. Merci Johanna. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Chez Scale Changer, on travaille sur le projet du générateur de solidarité depuis le mois de septembre à peu près. Et du coup, on est vraiment ravis parce que c'est un très beau projet. C'est assez rare finalement qu'une tête de réseau comme la vôtre puisse proposer ça à son réseau. Donc, on est vraiment content d'y participer. Peut-être avant de vous présenter un petit peu le contenu de l'accompagnement et la méthodologie qui sera proposée pour le générateur, vous dire 2 mots sur qui on est, parce que c'est toujours plus agréable de savoir un petit peu qui y a de l'autre côté pour vous et donc voilà, à quoi vous attendre pour la suite. Donc nous, Scale Changer, on est une petite équipe de 4 et très bientôt 5 personnes qui sommes tous issus de l'ESS et qui avons vécu le changement d'échelle dans des organisations à impact social avec des expertises dans différents domaines les uns et les autres, que ce soit le handicap ou des questions plus d'éducation, de lien social dans les quartiers populaires. Et on travaille ensemble chez Scale Changer pour accompagner le changement d'échelle des innovations sociales ou environnementales. Et on travaille en France, mais aussi à l'international. Et Scale Changer existe depuis 2014. Donc depuis 2014, on a accompagné environ 500 organisations. On est là pourquoi? Parce que en fait, on se rend compte que c'est compliqué pour les innovations sociales ou environnementales de déployer largement leur impact et de grandir dans de bonnes conditions, de pouvoir répondre aux besoins qu'elles adressent de façon plus large. Et pour ça, voilà, notre mission, notre raison d'être, c'est vraiment de faire en sorte de permettre à toutes ces solutions qui ont le potentiel et qui ont envie de déployer leur impact, d'être en capacité de le faire, pour pouvoir répondre aux problématiques qui sont énormes. Et donc voilà, on travaille vraiment sur la question de les mettre renforcer les capacités des acteurs. Et pour ça, on travaille à 2 niveaux. Et Johanna, si vous voulez passer là. Voilà.
On travaille à deux niveaux. Notre cœur de métier, c'est vraiment d'être aux côtés des acteurs de terrain. Donc, on travaille main dans la main avec les entreprises sociales qui souhaitent changer d'échelle pour les aider à voir comment déployer leur impact. On travaille beaucoup sur les sujets d'essaimage et de duplication. Donc, on accompagne en immersion sur généralement 6 mois, 1 an, des structures. Je vous ai mis quelques exemples pour les aider à se dire comment je vais essaimer, dupliquer mon modèle, que ce soit en propre, quand c'est les structures qui le font elles-mêmes en ouvrant des antennes ou des filiales, ou à travers d'autres acteurs, parce qu'il y a aussi des pratiques qui se développent pas mal. On travaille aussi à un niveau collectif auprès des entreprises sociales, parce qu'on croit beaucoup au travail entre pairs et à la puissance des échanges entre pairs. Donc, on intervient dans pas mal de programmes d'accompagnement, puis on fait plus qu'intervenir, puisqu'on participe aussi à les penser, à les mettre en œuvre. Et c'est aussi le cas dans le cas du générateur. Et c'est des programmes d'accompagnement qui sont soit portés par des acteurs comme vous, par des acteurs associatifs directement, par l'UNAPI. On a travaillé aussi avec le mouvement Emmaüs, qui portent des dispositifs d'accompagnement pour le mouvement. Mais on travaille aussi avec des acteurs de l'accompagnement, donc tout ce qui est incubateur, accélérateur, ou des acteurs du financement qui mettent en place des programmes d'accompagnement au changement d'échelle, comme par exemple la Fondation La France s'engage. Et donc ça, on va dire, c'est ce qui nous occupe le plus gros de notre temps. Mais on travaille aussi à un deuxième niveau parce que pour renforcer les capacités à changer d'échelle, il y a bien sûr les acteurs en premier lieu, mais il y a aussi l'écosystème qui doit être plus favorable, plus porteur pour ces entreprises sociales. Donc, on essaye de contribuer plus largement à rendre l'environnement plus favorable au changement d'échelle pour que ce soit plus accessible pour les structures. Et pour ça, on a plusieurs leviers d'action. On fait de la formation initiale ou continue. Donc, on forme des étudiants, des acteurs de l'accompagnement, des acteurs institutionnels aux problématiques liées au changement d'échelle. On produit aussi des ressources et des outils qui sont accessibles librement sur notre site internet pour que la connaissance se progresse sur le sujet du changement d'échelle. Et on intervient dans pas mal de coopérations et de collaborations avec des acteurs, notamment à l'international, pour faire mûrir le sujet. Donc voilà, pour nous présenter, si vous avez des questions après, n'hésitez pas, mais je ne vais pas parler de nous plus longtemps que ça. Et donc, pour vous parler de la méthodologie et revenir au générateur, on a pensé l'accompagnement dans le cadre du générateur en 2 temps. Une première étape où on va d'abord vraiment être aux côtés des 2 projets qui vont être retenus. Et l'idée, c'est de travailler à vos côtés pour prendre le stylo avec vous et essayer de poser les éléments qui sont dans votre tête et de formaliser, comme disait Johanna, ce qui fait la recette magique de votre projet, tous les ingrédients qui font que ça marche et surtout qui vont permettre à d'autres de s'en saisir. Pour ça, on travaille sur 2 plans. On travaille sur la question du savoir-faire, du fond de votre projet, comment on arrive à modéliser un petit peu ce qui est fait. Mais on travaille aussi la partie gestion de projet, parce que finalement, c'est l'alliage des 2 qui va faire que les autres vont réussir à le répliquer. C'est bien sûr le fond, mais c'est aussi c'est quoi les étapes pour le mettre en place, c'est quoi l'organisation, les personnes qu'il faut pour que ça fonctionne, c'est quoi le modèle économique et le financement du projet. Donc généralement, nous on travaille notamment la définition du socle. Finalement, c'est quoi les incontournables qu'il faut qu'on retrouve si vous répliquez le projet ailleurs, et qu'est-ce qui va pouvoir finalement être adapté au niveau local à un autre contexte. Pour vous donner un exemple concret, je crois que dans les structures que j'ai présentées avant, il y a une structure qui s'appelle Traces de vie, qui propose un service de biographie hospitalière à des personnes en fin de vie ou à des enfants et adolescents malades. On va typiquement travailler le socle, les incontournables de Traces de vie dans une perspective de duplication. Mais c'était de se dire, ce qui est incontournable, c'est que ce soit un service gratuit, c'est que ce soit des publics particuliers à qui on propose ce service, c'est que ce soit le média de l'écrit, donc c'est des biographies écrites, c'est des livres qu'on fait, pas d'autres médias. Donc voilà, donc c'est voir avec vous qu'est-ce qui fait finalement les incontournables de votre projet, et puis aussi se demander c'est quoi les conditions de réussite pour que ça fonctionne, qu'est-ce qui va faire que ça va marcher. Donc par exemple pour Traces de vie, typiquement c'est le fait d'avoir des centres hospitaliers, des services de CHU partenaires qui vont prescrire à leurs patients les services de traces de vie, qui vont envoyer les patients vers le service. Ça fait partie des conditions de réussite. Puis après, il y a toute la partie gestion de projet, où il y a notamment les étapes de mise en œuvre. On parle souvent d'un parcours d'essaimage. Finalement, on va découper en fait étape par étape ce qu'il faut faire pour que le projet puisse émerger sur un autre territoire et puisse être lancé dans de bonnes conditions, en se disant à chaque fois, à chaque étape, est-ce qu'il y a des critères pour passer à l'étape d'après? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, OK, c'est bon, on passe à l'étape d'après? Est-ce qu'il y a des documents qu'il faut formaliser, des formations à ce moment-là qui sont nécessaires?
Donc voilà, donc, bon, je ne fais pas histoire de trace de vie, mais voilà, de la même façon, il y a formation, préparation du territoire, etc. Et puis, en fonction des projets, on va aussi formaliser l'organisation qui est autour, le budget si vous ne l'avez pas encore formalisé. En fait, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est pour vous donner un petit peu des idées, c'est qu'en tout cas, nous, on va intervenir sur mesure. Notre idée, c'est pas de plaquer une méthodologie toute faite, mais vraiment de voir quels seront les projets qui vont être retenus et où est-ce qu'ils en sont en termes de formalisation pour pouvoir vraiment essayer de sortir les bons outils. On a toute une palette d'outils à disposition, c'est ce qu'on fait au quotidien, le transfert de savoir-faire. Et donc, on sortira en fonction de vos besoins et ce qui va vous aider finalement à poser les éléments clés de votre projet. Pour ça, on travaillera avec un format d'atelier et puis un format de revue de projet, où là, l'idée, c'est de se mettre un peu à 360 autour de vous, entre nous et puis aussi des acteurs du réseau de l'API qui sont experts, soit du métier, soit qui ont un lien avec le projet que vous montez pour vous aider à nourrir et à enrichir vos travaux voilà, et bien vous entourer. Donc ça, c'est la première partie. Et puis, donc, la deuxième étape, c'est ensuite de vous accompagner à transmettre ce projet aux associations qui vont le répliquer. Et donc là, on va être surtout là pour orchestrer tous ces échanges, les cadrer, les organiser, les coordonner, faire en sorte que pour vous, ce soit le plus fluide, le plus simple possible et vous mobiliser au bon moment. Parce que vous savez que une fois que vous avez formalisé des choses, c'est pas tout d'avoir un joli document, mais c'est encore mieux quand on peut discuter, on peut présenter ça oralement avec les personnes, répondre à leurs questions. Et donc, en fonction des sujets qui nous paraissent clés sur vos projets, on organisera des ateliers thématiques. Ça pourrait être sur le financement, si vraiment le financement est clé dans le projet, ça peut être sur un certain nombre de choses. Et on pourra nous aussi apporter des éléments de méthodologie pour compléter. Et on a un deuxième format à ce moment-là qu'on a pensé qui sera des formats de co-développement, où là, l'idée, ce sera de réunir à la fois vous, mais aussi les associations qui vont répliquer votre projet et nous, pour répondre résoudre à des difficultés rencontrées par les associations qui vont répliquer, pouvoir chercher ensemble des solutions et leur venir en aide. Voilà, donc ça, de façon générale, l'accompagnement, et sachant que pour tout ça, alors on est encore en train d'affiner le parcours d'accompagnement avec l'équipe du générateur, mais grosso modo, on a compté qu'il fallait prévoir de votre côté entre 3 à 5 jours de temps d'interface, de travail avec nous pour tous ces moments-là, sachant que vous aurez forcément un petit peu de travail aussi en plus pour, chez vous, compléter les documents, affiner les choses. Donc, au global, on a estimé un volant de travail de 5 à 12 jours que ça représenterait pour vous. Et donc, pour terminer sur un petit peu finalement à quoi ça peut vous servir à vous d'être accompagné sur cette phase de modélisation et de transmission, parce que bien sûr, la plus grande partie du bénéfice de ce travail, elle va aller aux associations qui vont répliquer, puisque vous allez partager votre savoir-faire, donc vous allez leur permettre de proposer un nouveau service à leurs bénéficiaires, de faire les choses de façon accélérée, d'éviter des difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc c'est sûr, la plus grande richesse, elle va être pour ceux qui vont recevoir, mais finalement pour ceux qui vont donner, c'est aussi des temps précieux. Nous, de notre expérience, puisqu'on accompagne au quotidien les acteurs, on voit quatre grands bienfaits pour vous. Le premier, c'est de démultiplier votre impact avec des ressources limitées. Parce que c'est vrai que finalement, quand on regarde les choses de cette lunette-là, si on se dit vous mettez 5 à 12 jours pour transmettre votre projet, et que derrière, il y a 3 associations qui vont répliquer avec des bénéficiaires dans chacun de ces territoires, qui vont être là dans la durée, qui vont pouvoir répliquer votre projet d'année en année, finalement, c'est 5 à 12 jours qui sont bien investis pour augmenter l'impact de votre action, versus si vous deviez le faire vous-même et multiplier par 3 vos bénéficiaires. On voit de plus en plus, en tout cas, nous, de stratégie dans ce sens-là pour partager son savoir-faire à d'autres plutôt que monter une usine à gaz en interne. Donc c'est avant tout démultiplier votre impact. Deuxièmement, de façon plus terre à terre, l'intérêt de cette démarche est aussi pour vous de pouvoir clarifier ou formaliser des documents qui vont être utiles pour vous en interne dans l'association, parce que vous allez peut-être poser des choses qui étaient avant que dans votre vécu ou dans la tête. Vous allez pouvoir affiner peut-être des choses qui posaient question. Et ça permettra de faire circuler l'information plus facilement, de mieux gérer le projet, mais aussi, s'il y a du turnover, s'il y a des personnes qui bougent, qui évoluent, que le projet y reste, puis qu'il y ait des documents utiles pour faire de la passation et de la transmission, et pérenniser votre projet localement. Et puis, le volant un peu externe aussi, finalement, les documents qu'on va élaborer avec vous, ils vont vous être utiles peut-être dans vos échanges avec vos partenaires locaux du projet ou avec vos financeurs.
parce que vous allez affiner peut-être les prévisions financières, etc. Vous aurez des arguments supplémentaires pour aller voir vos partenaires. Et d'ailleurs, même la démarche de participer au générateur et de transmettre votre savoir-faire, c'est en soi quelque chose que vous pouvez valoriser auprès de vos financeurs. Et enfin, le dernier bienfait, c'est finalement, on va passer du temps ensemble, nous et l'équipe du générateur, et on essaiera en tout cas un maximum de vous apporter des regards extérieurs pour nourrir, enrichir et améliorer votre projet. Ça fait toujours bien de sortir la tête du guidon, mais on essaiera de vous apporter autant qu'on peut des retours d'expérience, du benchmark si on en a, des outils. Et puis, de toutes les façons, c'est sûr que travailler en intelligence collective, c'est toujours utile. Donc voilà un petit peu les bénéfices que nous voyons pour ceux qui participeront. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces explications. Est-ce qu'à la suite de cette présentation-là et puis celle de meeting, vous avez des questions, des remarques sur ce qui vient d'être dit? Il n'y a pas de réaction, Johanna. Pas encore. Bon, alors, est-ce qu'on poursuit alors peut-être, Cécile, sur la suite, sur la présentation des modalités? Tout à fait. Donc, rebonjour à tous. Je suis Cécile Abrantès, chargée de communication réseau à l'UNAPI. Alors, je vais vous présenter donc les modalités de participation. Donc là, pour rebondir sur ce que vient juste de dire Fanny, les apports du générateur, qu'est-ce que ça va vous apporter de participer donc à cette aventure? En tout cas, pour les deux dispositifs qu'on aura choisi de modéliser, c'est d'abord un petit peu de visibilité, de notoriété de votre dispositif au sein du réseau. À la communication, on vous aidera à communiquer sur votre projet, sur votre expertise pour le partager aux autres associations. Et puis, on pourra également faire une petite série de l'avancement de votre projet dans les supports de communication que vous connaissez sans doute, notre newsletter, Vivre ensemble, etc. Comme vient de vous l'expliquer Fanny, effectivement, vous allez pouvoir bénéficier d'une montée en compétences et bénéficier de l'accompagnement donc des experts. Et puis, une mise en relation avec le reste du réseau, rencontrer vos pairs, échange d'expertise, etc., comme on l'a dit également juste précédemment. Et puis, un soutien financier, puisque le fonds de dotation permet d'allouer une dotation financière allant de 5 000 à 10 000 euros en fonction des projets. Alors, qui peut participer et quels vont être les critères d'éligibilité? On en a déjà un petit peu parlé avant. Donc, bien entendu, il faut être une association membre du réseau, mais quelle que soit sa taille, petite ou moyenne, à jour de ses cotisations, qui dispose d'une personne référente identifiée et disponible pour participer au générateur. Donc, comme vient de le préciser Fanny, ce sera important de travailler avec les acteurs du projet, les gens qui sont à l'origine, à la genèse du projet, ou en tout cas qui sont disponibles pour participer à la réplication. Sur la typologie des projets, la Domitil en a également parlé précédemment. Il faut que les services puissent s'inscrire dans l'esprit de solidarité de l'UNAPI, toujours sur la cible aidant, bien entendu. Là, il s'agit vraiment de mettre en lumière la capacité de nos associations à être solidaires et d'innover systématiquement, de tout le temps trouver des solutions solidaires pour aider ces publics et particulièrement là, les aidants dans cette saison 2. Il faudra que le service pour les aidants soit pérenne et durable. On n'est pas sur un appel à projet, on ne cherche pas des projets qui seraient en cours de développement ou de pérennisation. On cherche des initiatives qui existent déjà, alors qui ont fait leurs preuves, comme on dit. On n'est pas sur des critères quantitatifs ou qualitatifs, mais en tout cas, c'est un service pérenne qui tourne et qui, avec ou des professionnels ou des bénévoles, mais en tout cas, voilà, quelque chose de solide. Et enfin, comment le dispositif
il est donc existant et mature. Et un petit bémol peut-être, il faudra être vigilant à ce que ce dispositif ne dépende pas d'un financeur unique, donc plutôt, comment dire, pas de mécène privé ou de financement public, puisque par exemple, si à Lille, la région ou le département a pu financer une partie de ce projet, on comprend facilement que ça peut ne pas être le cas dans une autre région ou dans un autre département. Il ne faut pas que ce soit un critère trop restrictif. Nos critères d'appréciation. Donc, il faudra que le service proposé améliore significativement la qualité de vie des personnes, des aidants. L'intérêt stratégique pour le réseau UNAPI, c'est sa dimension partenariale. On sera vigilant effectivement à ce que ce projet soit certes porté par l'association, mais qui puisse être imaginé en collaboration avec d'autres acteurs associatifs ou institutionnels. Bien entendu, sa capacité à générer de nouvelles adhésions. Sur la qualité du dispositif, du porteur du dispositif, là, bien entendu, il faudra qu'il y ait une vraie motivation et que les personnes qui soient actrices du projet soient disponibles et que soient disponibles au fil du temps pour que le développement puisse être pérenne et arrive au bout de sa réplication. Sur la réplicabilité du projet, du dispositif, l'accessibilité du modèle économique pour toutes les associations. Il faudra que ce soit une facilité pour une association, qu'elle soit petite ou grande, que ce soit facile en fonction de ses ressources de répliquer ce projet, qu'il ait fait ses preuves, comme on l'a dit, qu'il ait une durée de mise en œuvre n'excédant pas 18 mois. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Johanna, pardon. Oui, c'est que la mise en place du dispositif puisse être sur une temporalité relativement courte, voilà, entre 6 mois, 1 an, mais en tout cas, pas que ce soit un projet qui, pour le mettre en place, ait une durée de plus d'1 an et demi. D'accord. Voilà, très bien. Merci pour cette précision. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous pensez qu'au sein de votre association, il y a des dispositifs qui peuvent rentrer dans ces dispositifs que nous aimerions répliquer, vous pouvez d'ores et déjà répondre via le formulaire de candidature que vous avez reçu ou qu'on va vous renvoyer jusqu'au 11 février. Nous vous invitons à faire connaître le générateur de solidarité au sein de votre association parce que c'est peut-être pas vous qui faites ou c'est peut-être pas vous. Enfin, moi, les communicants, je parle aux communicants en leur proposant de faire la promotion du générateur de solidarité. Donc, n'hésitez pas à renvoyer ces personnes vers nous pour qu'on puisse réexpliquer bien le cadre du projet. Et puis, nous continuons à vous envoyer les informations. Vous allez bientôt retrouver, j'imagine, la présentation, la vidéo que vous pouvez transmettre à vos collaborateurs et le formulaire de candidature. Voilà. Merci. Merci Cécile. Merci Cécile pour toutes ces informations-là. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à l'issue de tout ce qui vient d'être partagé? Alors, on a une question de Madame Maudier, qui demande si elle a bien compris, 2 projets seront retenus seulement. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Alors, pourquoi 2? On peut se poser la question, pourquoi 2? Pourquoi pas moins? Pourquoi pas plus? C'est vrai que c'est la première fois qu'on se lance dans cette démarche-là. De travailler à la modélisation et puis à la transposition de dispositifs qui ont fait leurs preuves. Nous, notre souci, c'est que ça fonctionne bien, en tout cas de pouvoir bien accompagner dans un premier temps. Donc, c'est pour ça qu'on est, entre guillemets, que sur 2 dispositifs. Mais à terme, l'idée, c'est peut-être à terme d'avoir de nouvelles saisons du générateur, alors peut-être sur 2 thématiques, et avec l'expérience qu'on aura eue de cette première saison-là, de pouvoir dupliquer, proposer plus de dispositifs. Et puis, pourquoi pas seulement un? L'idée, c'était d'avoir 2
aussi bénéficier de ce partage d'expertise aussi dans cette mise en place. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. N'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, peut-être une petite question, vous pouvez répondre dans le chat. Est-ce que pour vous, qui aura envie de participer à ce premier épisode, en tout cas de faire partie des associations qui proposent leur dispositif, ou est-ce que vous êtes plutôt intéressé pour faire partie des associations qui vont mettre en place de dispositifs, ou est-ce que sur ce sujet-là, vous passez votre tour, vous avez déjà des choses? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans le chat. Ou peut-être, Johanna, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que dans vos associations, il y a déjà des dispositifs à destination des aidants? Et pourquoi est-ce que ça ne rentre pas dans le cadre qui est proposé, ou pourquoi est-ce que vous êtes frileux si vous l'êtes? Enfin, on essaie aussi de comprendre des freins éventuels s'il y en a. On a une question parallèlement, pardon. À terme, quand pourra se faire la duplication des dispositifs retenus? 18 mois? Alors, Oui. à partir du moment où on a identifié nos 2 dispositifs à modéliser, quand est-ce qu'il sera opérationnel dans l'autre association? C'est ça la question, Madame Etienne? Oui, merci. L'idée, alors sur la temporalité, on reviendra vers vous avec un calendrier un peu plus précis. Donc, le 11 février, nous avons le temps de fin de clôture. Donc, on est sur on reviendra vers vous au plus tard début mars pour vous annoncer les 2 dispositifs sélectionnés. Après, on va travailler pendant 2 mois. Après, là, encore une fois, à voir. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, Fanny, on est sur du sur-mesure. Donc, on va aussi s'adapter en fonction des dispositifs proposés et ceux qui auront été retenus sur le travail de valorisation, de modélisation. Et l'idée, c'est que tout de suite après, alors peut-être qu'on est sur du mai-juin, l'idée, c'est dès mai-juin de pouvoir partager avec d'autres associations. Donc, il y aura bien sûr cet appel aux associations pour savoir celles qui souhaiteraient mettre en place ces dispositifs. Et puis, tout de suite après, lancer la machine. L'idée, c'est presque d'ici la fin de l'année, en tout cas, que les associations puissent travailler sur la mise en place de ces nouveaux dispositifs. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps. Et puis l'avantage, avec tout ce que vous a précisé Fanny sur la méthodologie, vous allez être accompagné. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en place le plus rapidement possible, finalement, ces dispositifs-là, que quand vous les imaginez, vous, pour la première fois, où vous pouvez avoir certaines difficultés, là, c'est de gagner du temps aussi sur ces difficultés-là et pouvoir mettre plus rapidement en œuvre. Donc, c'est vrai que les 18 mois, on s'était même posé la question finalement s'il fallait vraiment les afficher parce que ça pouvait être un peu confusant. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'ici la fin de l'année 2022-2023, avoir mis en place les projets au sein des autres associations. Il y a je peux Audrey compléter, Leroy. pardon. Johanna, c'est pour répondre à votre question, je pense que ça va aussi pas mal dépendre du projet. Parce que si on est sur un projet qui est sur un cycle court et qui finalement qu'après vous répétez de façon régulière, probablement qu'en effet, dans le début de l'année 2023, ça pourra être mis en place. Si vous êtes sur un projet, vous, qui est sur un cycle assez long, je ne sais pas moi, d'1 an, forcément, du coup, mais bon, comme disait Johanna, en tout cas, l'idée, c'est de faire cette transmission d'ici la fin de l'année 2022. En tout cas, c'est l'objectif. Et puis, que ça puisse assez rapidement passer dans l'opérationnel chez les associations. Il y a Audrey Leroy qui voulait intervenir. Oui, en fait, c'était en réaction à ce que tu disais, Cécile. Alors, nous, à l'UNAPI 30, moi, en tout cas, je n'ai pas forcément la vision de tout ce qui se fait au niveau des aidants. Donc, bien sûr, vais lancer un appel à candidature interne, on va dire. À première vue, on a quand même déjà des paroles qui existent ou des liens quand même qui se font systématiquement avec les aidants, surtout par rapport à la thématique répit.
Alors, c'est ma perception maintenant, et peut-être que je n'ai pas trop bien saisi l'enjeu du générateur, mais j'ai l'impression que c'est effectivement assez innovant pour être modélisé et ensuite dupliqué à tout le monde. Alors, est-ce que pour faire partie du dispositif, il faut vraiment quelque chose d'innovant et qui ne se fait jamais ailleurs, ou est-ce que ça peut être quelque chose de finalement très simple qui peut juste formaliser pour dupliquer? Ah non, pas du tout. Toi, comme Domitil l'a expliqué, il y a différentes typologies comment dire, d'initiatives qui peuvent être identifiées. C'est le répit, c'est la montée en compétence. Excuse-moi, Domitil, Oui, tout ce qui est de l'ordre de l'accès à la formation, l'accès au droit. Et après, et tout ce qui est les groupes de parole et comment dire, la pérédance, quoi, c'est ça, les partages entre. Et de façon même plus générale, les échanges qui Voilà, sont donc, en soi on est vraiment, on n'est pas sur les dispositifs innovants. D'abord, faut définir dispositifs innovants. On n'est pas sur des dispositifs particulièrement innovants. On cherche pas. Ça peut être. Là, je vois dans le fil de discussion une personne qui parle d'un projet qui serait d'organiser des petits déj de parents. Ça peut être ça peut être typiquement, ça peut être ce type de dispositif. Ça peut être une plateforme de répit. Ça peut être un atelier loisir. Ça peut être des séjours de vacances. Enfin, voilà, on est vraiment sur une typologie assez large. On ne veut pas du tout être restrictif et on ne cherche pas le truc qui n'existe pas ailleurs. On cherche le truc qui marche, qui répond aux objectifs et qui est facilement duplicable par un autre assaut du réseau. Ça facilite un petit peu la tâche. Alors moi, si je peux intervenir. Oui, monsieur Bondial. On dispose, nous, notre dispositif PILA, une plateforme interligérienne d'aide aux aidants. Alors ça, par contre, ça ne rentrera pas dans le dispositif dans la mesure où c'est financé en partie par l'ARS. Donc au départ, c'était fait pour les familles d'enfants autistes. Et aujourd'hui, donc, vu les besoins, on l'a ouvert donc à tout type de handicap. Hein. Et ça, c'est un fichier qui est très prisé, qui fonctionne très bien. À côté de ça, nous, on est organisé au niveau de la vie associative en 5 secteurs associatifs répartis sur le département, où chaque secteur gère 1 voire 2 groupes de loisirs qui fonctionnent en semaine et qui fonctionnent les week-ends. C'est-à-dire qu'en semaine, le soir, on propose des activités, donc ça permet aux familles de souffler le soir. Et on organise aussi des journées le samedi et des week-ends pour permettre aussi aux familles de souffler. Et un 3e dispositif, on est en train de travailler sur un village de répit dont on va démarrer les travaux très prochainement, donc qui sera construit par l'action associative chez nous, hein, et financé par 10 à 12 années d'opération brioche, plus de dons et legs. Voilà, donc ça, on est en train de boucler le cahier des charges. On est en train d'acquérir le terrain. Et là, ça devrait démarrer courant 2022. Les travaux devraient démarrer courant 2022. On va installer 5 à 6 chalets sur un terrain. Et on proposera des activités pour que les familles puissent souffler 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, etc. Voilà, mais ça, c'est à l'état de… On démarre. Dans tous les cas, je ne sais pas si vous suivez le fil de discussion, mais Christophe Magnan fait justement remarquer que toutes les initiatives nous intéressent parce que d'abord, c'est la matière riche qui nous permet de valoriser les actions de communication et aussi de faire du plaidoyer. Donc, dans le cadre de la campagne aidant et tout au long, et là, dans le cadre de la présidentielle, etc., on va tirer ce fil des aidants. Donc, ça nous intéresse, dans tous les cas, de connaître les dispositifs que vous mettez en place, que ça rentre ou pas dans le cadre du générateur. C'est toujours… nous, on est très demandeurs d'avoir ce type d'information, quoi. Donc, que ce soit des tas de projets à venir, ce qui fonctionne, n'hésitez pas à nous envoyer des articles ou ce que vous pouvez. Merci. J'avais une question, parce que j'ai mis d'abord dans un premier temps que je n'avais pas de projet, mais on a un projet, nous, mais qui ne marche pas très bien. Excusez-moi, je ne sais pas qui parle. Pardon, Marianne Burlou, APU Périgueux. Ok, bonjour.
Bonjour. Et donc, oui, j'ai d'abord mis dans un premier message que je n'avais pas de projet, mais on en a un qui dure depuis 10 ans et qui marche pas bien. Ah, Donc, bon, je suppose que c'est pas, vous n'êtes pas là pour nous aider à faire marcher Vous voulez un projet qui marche bien. ben, c'est pas très vendeur de dire aux copines, tenez, Ben, j'ai un projet super nul, mais peut-être que non, mais je sais, mais c'est des parents écoutants, donc c'est des bénévoles qui répondent à d'autres parents. Et la difficulté, ben, c'est notre problème de communication, de communiquer vers toutes les entités de la Dordogne pour leur dire qu'on existe, de maintenir cette information. Et on a aidé, on a eu à peu près 60, en 10 ans, 60 appels, donc c'est pas beaucoup, mais des gens qu'on a pu aider, les soutenir, voilà. Et on est en train d'essayer de relancer cette démarche. J'exagère quand je dis que ça ne marche pas, mais c'est difficile à faire marcher. On n'est que des bénévoles, on n'a aucun financement. Les freins, enfin, vous avez identifié ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est faire savoir votre service, c'est ça? C'est faire connaître votre service? Vous avez des difficultés à faire connaître votre service? Oui, enfin, c'est un problème de temps. On est 10 parents écoutants. Il faudrait aller voir régulièrement tous nos partenaires. Il faudrait améliorer notre communication. On est en train d'essayer de le faire. Mais non, on n'a peut-être pas identifié encore tous les blocages, mais c'est vrai que c'est pas. Je pense que ça porte surtout sur la communication. Mais bon. D'accord. Chantal Etienne, ADAPI Charente. Ça me semble très intéressant d'avoir les témoignages des uns et des autres parce que ça peut nous donner des idées. Et les difficultés de madame, là, de communication, je pense que nous les avons tous. Nous, à la DAPI Charente, nous avons 27 établissements répartis sur l'ensemble du territoire charentais. Nous organisons, alors on a une vie associative, une action associative qui est assez dynamique, mais qui a du mal à couvrir l'ensemble du département. Alors ça, c'est une première problématique. Nous organisons des cafés par an. À ces cafés par an, nous avons toujours les mêmes questions qui reviennent. Alors d'abord, ce sont toujours les mêmes participants, c'est ça, il faut que comme madame, on aille chercher les autres, et ça, c'est un bénévolat qui est très engageant. Toujours les mêmes problématiques qui reviennent, le vieillissement des aidants, le vieillissement des personnes en situation de handicap, la vie affective et sexuelle. Alors nous avons essayé pour d'y répondre on a organisé un grand colloque l'année dernière, en 2021, on a fait aussi un forum, on participe à des forums aidants. Ensuite, pour essayer de dynamiser un petit peu notre action associative, nous avons entrepris d'avoir un partenariat, et ça pourrait peut-être être intéressant, avec un lieu d'écoute des aidants. Parce que nous, on n'a pas à disposition, par exemple, des lieux de loisirs, de bien-être, et on n'a pas trop les moyens de financer ça. Donc, avec ce lieu d'écoute des aidants, on a ce partenariat, c'est-à-dire qu'il y a des petites cellules, on va le mettre en place, hein. Et le premier pas a été fait. Il y a des petites cellules où on peut avoir de la sophrologie, où on peut avoir du sport adapté, etc. Donc ça, on est engagé dans cette dynamique, mais le gros problème, ça reste la communication. Et en plus, avec le poids de la crise sanitaire, en ce moment, tout est au point mort. Tout est au point mort. Donc, je ne sais pas comment on pourrait faire pour redynamiser tout ça, parce qu'on a quelques projets, là, ce projet de la maison de Léa, là, les aidants, mais ça va être difficile d'aller chercher les gens, hein. Donc, est-ce que le moment est bien choisi? Parce que nous, on veut bien inscrire notre projet de la maison de Léa, là, de ce lieu d'écoute des aidants, mais ça va être très difficile. Et on a peur. Alors, de toute façon, alors pourquoi ça ne marche pas aussi? Je me suis posé la question. C'est que les aidants, ils ont très souvent, nous, on est parents, on le sait, hein, on est très sollicités et on doit faire plein de choses, quoi. Et en plus, quand on est engagé au point de vue du bénévolat, on a très peu de temps, donc on part toujours au plus pressé. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le temps d'aller chercher tous les parents.
de la majorité des parents. Donc, il y a un problème de communication. Ce que j'aimerais bien, moi, pouvoir développer à l'ADAPI Charente, c'est justement le développement des compétences des aidants. Ça pourrait être la réponse à ces questions récurrentes, par exemple, sur la MDPH, la H, etc. Parce que les parents nous prennent pour un centre d'expertise. Mais non, hein, nous ne sommes que des parents. Hein. Nous ne sommes que des parents. Alors, on essaye de faire venir les personnes. Je vois quand on avait fait notre forum sur le vieillissement, la MDPH avait participé, la CPAM, etc. Mais c'est un travail… en général, il n'y a pas beaucoup de bénévoles. Hein. Donc, en plus, avec cette crise… c'est vrai que ça ne va pas être facile. Alors moi, je voudrais bien faire justement développer ce projet avec la Maison de Léa, qui est un lieu d'écoute des aidants. Mais bon, à voir. Très bien, merci. De rien. D'autres témoignages ou commentaires ou partages de situations? Je veux bien faire une petite intervention. Excusez-moi parce que je ne me suis pas présenté au départ et bonjour à tout le monde. Par rapport à ce que vous venez de dire, Madame Etienne, ça me semble super intéressant quand même parce que dans les orientations stratégiques de l'UNAPI, il y a l'idée de valoriser la triple expertise, c'est-à-dire l'expertise des personnes, des professionnels et des parents. Et vous dites, vous n'êtes pas expert, mais si, vous avez un niveau d'expertise en tant que parent, vous n'êtes peut-être pas expert sur les sujets juridiques, etc., mais vous avez une expertise. Et je pense que le générateur se situe vraiment dans cette logique-là aussi, c'est-à-dire de venir valoriser aussi les initiatives qui sont prises par les associations de parents sur le volet de l'expertise parentale. Alors, même s'il y a des difficultés, même si vous n'êtes pas suffisamment satisfaite du résultat, etc. En tout cas, le fait de valoriser l'expertise des parents, c'est vraiment quelque chose qui nous semble très pertinent au niveau de l'UNAPI et c'est ce qui nous démarque de beaucoup d'autres associations. C'est véritablement cette expertise des parents qu'il faut valoriser. Donc moi, je trouve que c'est quand même intéressant, malgré tout. Et voilà, ce qu'on veut, en fait, c'était aussi pour répondre à M. Bonnevial, c'était que si vous avez un financement partiel ARS, ça peut marcher. Évidemment, si 90% du budget est financé par l'ARS dans le cadre des appels à projets là, sur les plateformes de répit, et qu'il n'y a pas un appel à projet similaire dans une autre région, effectivement, ça sera difficilement reproductible. Mais si le projet est finançable, même sans un financement public ou un financement public partiel, moi, je vous encourage aussi à candidater. C'est vraiment intéressant. Hein. Enfin, vous voyez, là, ce que vous nous dites là, il y a des initiatives très intéressantes et on voit bien que beaucoup d'associations cherchent à mettre en place des choses qui ne sont pas forcément d'une ambition démesurée. Mais c'est utile. Enfin, voilà, n'hésitez pas à candidater en tous les cas, même si vous imaginez que ça ne passera pas, ça peut quand même être intéressant pour d'autres. Oui. Ouais. Mais moi, ce que je cherche, enfin, je suis toujours… ouais. Moi, ce que je cherche à l'ADAPI Charente, c'est, si vous voulez, un soutien, par exemple. C'est une question qui m'intéresse beaucoup, ça. C'est un soutien sur la formation des parents, soutien quant à leur expertise, justement. Donc, par des formations adéquates. Je pense que ça, ce serait intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager justement leur si ça peut vous être utile, on organise régulièrement des soirées à thème à destination des parents et de nos professionnels sur des termes variés, hein, comme la diététique, l'après-IMPRO, la succession, c'est des choses qui sont très prisées, le placement pour les personnes handicapées, les revenus des personnes handicapées, sur la fratrie, voilà. Donc ça, c'est très prisé, les familles viennent, même les professionnels viennent. C'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup, qui amène des informations avec des gens de l'extérieur. On fait venir des personnes expertes, voilà. Comment vous faites savoir ces rendez-vous, M. Bonnevial? Comment est-ce que l'information circule jusqu'à ces personnes? Alors, comment on fait savoir les rendez-vous? Bon, on fait ça surtout au niveau du département. Donc, on envoie ça à toutes les familles qui sont dans nos établissements, pas forcément les adhérents, on voit plus large que les adhérents. Donc, c'est des mails? C'est du mailing? On fait ça par mail, oui.
Okay. On fait ça par mail ou on transmet l'information par l'intermédiaire de nos établissements. D'accord. Voilà. Et on invite aussi des associations autour de nous. On a eu des gens de la Drôme qui sont venus, on a eu des… voilà. Mais c'est assez prisé parce qu'on fait toujours, on prévoit toujours un petit moment convivial à la fin pour que les personnes puissent rencontrer les intervenants, discuter un petit peu plus de leur cas particulier. Voilà. Mais ça, c'est très demandé par nos familles, même par nos professionnels. Très bien. Donc, allez-y, vous candidatez. Oui, donc il y en a des projets. Il y en a pas des projets, il y a des initiatives, il y a des dispositifs. Et peut-être Johanna expliquait que la réponse à la candidature, ce n'est pas un dossier qui va vous prendre beaucoup de temps. C'est relativement simple. Oui, tout à fait. Alors tous les membres du groupe de travail ne sont pas présents ici, mais il y a aussi des anciens lauréats, d'anciens participants générateurs. Et du coup, on a co-construit le formulaire de candidature avec des personnes qui potentiellement peuvent y répondre. Donc, on l'a co-construit ensemble et on a eu ce souci que ce soit un formulaire le plus simple possible. On ne voulait vraiment pas que ce soit un dossier qui fasse 15 pages avec très peu d'informations. Après, l'idée, c'est que après, si on est amené par la suite à travailler ensemble, bien sûr, on ira plus en profondeur, mais en tout cas, on a voulu que ce soit le plus simple, le plus accessible possible et qui vous mobilise, qui ne vous prenne pas beaucoup de temps. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Puis si vous avez des questions aussi sur ce formulaire ou des questions que vous ne comprenez pas ou quoi que ce soit, nous, on est là aussi pour vous aider, vous accompagner et répondre à toutes vos interrogations. Enfin, il y avait ce temps webinaire, questions-réponses, mais on est là aussi disponible tous les autres jours de la semaine, si vous avez des questions. C'est peut-être notre message principal, ne vous censurez pas a priori. Tous les projets vont en tout cas nous intéresser, que ce soit pour ce projet-là, générateur de solidarité, ou pour la communication, il y aura toujours quelque chose d'intéressant qui en ressortira. Et il n'y a pas de petits projets. Enfin, voilà, donc ne vous dites pas, c'est peut-être quelque chose qui fonctionne très bien dans vos associations, que vous avez peut-être même parfois du mal à repérer tellement il est intégré dans votre quotidien. Mais ça, toutes ces initiatives, elles nous intéressent, et un petit projet qui fonctionne depuis 10 ans, qui apporte un vrai soutien aux aidants, ça nous intéresse. Donc, n'hésitez pas. Et un projet qui est très ancien, ou de même un projet qui finalement est plus aussi, enfin vraiment, il n'y a pas de limite de temps, aussi plus récent, mais qui a déjà fait ses preuves. Allez-y. Et si, je parle pour Audrey, mais c'est valable pour tout le monde. Si Audrey, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour faire connaître le dispositif au sein de votre association auprès de vos collaborateurs, comme le disait Audrey, moi je ne sais pas tous les dispositifs qui existent. On peut très facilement vous renvoyer un petit récap pour tout comprendre sur le générateur, pour que vous puissiez le transmettre à vos collègues. Voilà. Peut-être juste pour compléter sur le côté récent, ce que disait Johanna, en effet, pour répondre à Delphine, le CAI, l'idée c'est de se dire en fait, est-ce que votre projet vous avez déjà des résultats qui font que on dit que ça marche et que ça fonctionne et que c'est intéressant. Après que vous soyez en train de l'améliorer, de toute façon, généralement on ne cesse jamais d'améliorer les choses. Donc voilà, tout dépend si vous estimez qu'il y a quand même un socle déjà intéressant à transmettre ou si pour vous c'est trop tôt. Mais je pense que typiquement Johanna peut peut-être prendre un temps avec vous pour en savoir plus et voir où en est votre projet pour voir si c'est pertinent que vous le déposiez. En fait, on est sur un dispositif de pair à pair, donc à chaque fois que vous vous dites c'est pas pour moi, peut-être demandez-vous est-ce que moi ça m'intéresserait, si c'était pas moi qui menais ce projet, est-ce que ça m'intéresserait de le mettre en place? Et quelque chose comme des soirées à thème que vous décrivez, monsieur, si en plus c'est pas trop compliqué à mettre en place, ça marche bien, c'est super. Enfin voilà, c'est des... Alors, il est déjà 12h17. Est-ce que si, on peut avoir peut-être une ou deux dernières interventions, sinon on va peut-être clôturer, mais on est disponible encore une fois pour répondre à vos questions ou remarques à l'issue de ce petit temps webinaire. Ah oui, Monsieur Sudry, oui, vous voulez intervenir? Tac, vous m'entendez?
Oui, très bien. Oui, je voulais juste parler de notre plateforme d'accompagnement et de répit des proches aidants qui répond justement aux besoins des proches aidants, que ce soit au niveau accompagnement juridique, accompagnement au niveau du répit avec le travail social relayeur. Donc voilà, je voulais juste présenter brièvement notre plateforme, où notre équipe est composée de moi-même, enfin, du conseiller juridique en droit du handicap, d'une psychologue, également de 2 travailleuses religieuses sociales, comme je vous le disais, qui permettent un répit aux proches aidants, enfin, qui se rendent directement à domicile des proches aidants pour s'occuper des personnes en situation de handicap, voilà, pendant que les proches aidants soufflent. Voilà, soufflent. Également, il y a une assistante sociale qui répond voilà, à tout ce qui est démarches administratives, etc. Donc, c'est un dispositif qui est très récent, qui est officiellement mis en place depuis le 21 octobre 2021. Donc voilà, étant donné que cette création est extrêmement récente, c'est vrai que bon, au niveau des situations, on n'a pas vraiment beaucoup pour l'instant. Néanmoins, voilà, ça commence à venir au niveau du numéro qu'on a mis en place au niveau de la maison des aidants. Voilà, où on a enfin, moi personnellement, j'ai régulièrement des personnes qui m'appellent pour voilà, me demander quels sont leurs droits, quels sont les financements auxquels ils pourraient prétendre, quels sont voilà, les dispositifs auxquels les proches aidants pourraient prétendre. Donc voilà, c'est un dispositif qui pour l'instant est à son commencement, mais qui je pense va se développer petit à petit dans le temps et qui peut être une solution qu'on peut apporter concrètement aux proches aidants, que ce soit au niveau de l'accompagnement juridique, l'accompagnement administratif, l'accompagnement aussi au niveau psychologique, et également l'accompagnement au niveau du répit. Donc voilà, c'est un projet qui je pense, voilà, va énormément servir dans l'avenir aux proches aidants au niveau de notre territoire de compétences. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre au niveau de cette plateforme d'accompagnement et de répit des proches aidants. Voilà. Merci beaucoup. Bah, écoutez, ça peut tout à fait, enfin, au regard de ce que vous dites, tout à fait rentrer dans le générateur. Donc allez-y, n'hésitez pas à participer. Merci, Monsieur Sudry, pour ce partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager ainsi leurs projets, leurs actions à destination des aidants? Moi, j'aimerais juste savoir d'où provient le financement de ce projet, justement. Assistante sociale, etc. Alors, pour vous répondre, ce projet, il est financé par grande partie par l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Donc voilà, c'est des financeurs publics, mais aussi des financeurs privés. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais oui, enfin, il y a un grand financement du département des financeurs publics en majorité. Merci. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, réactions, peut-être qu'on va pouvoir clôturer ce temps. On est tout à fait disponible et puis voilà, soit à l'adresse mail générateur-solidarité@unapi.org, soit contactez-nous aussi directement, l'équipe du générateur que vous avez pu repérer avec les petits fonds bleus. Voilà, alors, Lionel n'a pas de fond bleu, mais il fait bien sûr partie de l'équipe du générateur de solidarité. Voilà, bah, en tout cas, un grand merci pour votre écoute, votre participation. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous.